Je crois que je suis arrivée au bout du jeu. Il y a des gens qui ont ce talent justement de pouvoir effleurer les choses et d'atteindre la perfection. C'est pas du tout mon cas. L'expérience fait la différence. La première question que je me pose, et c'est des questions qu'on apprend à se poser quand on travaille dans la pub, c'est Donc aujourd'hui, on interviewe Leni Stern, grande communicante, qui a changé de carrière pour passer de la publicité aux idées, à la politique, et qui jongle tout ça à la fois. Cet épisode sera super intéressant pour vous si vous vous êtes déjà posé la question de quitter un job pour prendre un risque. Quel genre de risque prendre et ne pas prendre, et comment trouver vos compétences pour pouvoir les utiliser dans un autre contexte. Bon épisode. Bienvenue dans Route, le podcast qui identifie les racines du succès. Ici, on ne se contente pas de raconter des success stories, on explore ce qui les rend possibles, mais aussi fragiles. Les réussites qui rendent fiers, le scaling qui challenge, mais aussi ce moment flou où t'as coché toutes les cases, mais t'as plus de cap. Le doute qui a précédé ou qui revient, même quand t'as réussi. Parce que le business, c'est des hauts et beaucoup de creux entre les pics. Chaque semaine, une voix forte, un entrepreneur, un auteur, un dirigeant vient avec un vrai sujet, et ensemble, on creuse, on reformule, on déverrouille. Avec la méthode Solvéo, on tire le fil, on passe de la confusion à l'alignement, et parfois, on touche quelque chose d'universel. Je suis Nicolas, mentor Solvéo et partenaire de Darwinix. Et moi, c'est Pedro, CEO de Solvéo. Bienvenue dans Route, le podcast qui démystifie le succès. Plus que de l'inspiration, de l'oxygène. Leni Stern. Ton parcours n'est pas tant une carrière qu'une expédition. Celle d'une exploratrice qui traverse les mondes. La pub, l'entertainment, la politique, le monde des idées, avec toujours la même curiosité et la même exigence. Quand la logique serait de choisir entre sécurité et prise de risque, entre philosophie et pop culture, entre ambition et vie de famille, toi tu as décidé de tout vivre, sans te disperser. Tu démarres avec l'histoire à Paris, tes études, et tu te plonges dans les récits du monde, le vrai, avant d'écrire les propres récits, les tiens. Pendant près de 20 ans, tu plonges dans la communication et le divertissement. Des grosses boîtes, comme DDB, et les startups de l'époque, Fred et Farid, puis Darwin, où tu deviens DGA associé, travaillant pour des marques exigeantes comme Netflix ou Ubisoft. Tu fais partie de celles et ceux qui ont vu avant les autres que les séries, les réseaux sociaux, le gaming, les communautés en ligne, ce n'étaient pas des à-côté, mais bien un nouveau cœur battant pour la culture. Chez BETC, on te crée un poste sur mesure, Head of Creative Entertainment Strategies. Tu joues avec les formats, les web-séries, les expériences, le gaming. Tu deviens une référence dans le monde de la communication. Tu intègres les jurys comme Cannes Lyon, puis tu prends les paroles dans les médias. Était-ce trop simple ? Tu fais ce que peu de gens osent faire quand ils sont arrivés. Tu quittes le confort d'un grand poste pour créer ta société, Folks Theory. Tu prends ton autonomie et tu racontes les histoires comme tu l'entends à ta manière. Une agence à taille humaine qui enchaîne les clients prestigieux. Jusqu'ici, c'est une belle histoire, et ça aurait pu en rester là. Mais ton premier amour, l'histoire, la grande, te rattrape. Et tu entres en politique par la porte des récits. Tu conseilles aujourd'hui Place Publique, Raphaël Glucksmann. Tu travailles ses narratives, ses prises de parole, le digital dans la politique. Et à la Fondation Jean Jaurès, tu analyses la brutalité de la société et de notre époque, et tu démontres les mécanismes qui la nourrissent. Avec Oblique, ta newsletter, tu t'autorises un format plus intime, plus libre, et tu y mélanges la science-fiction, la pop culture à nouveau, la politique, tes intuitions, et tu regardes le monde par tous ses biais pour essayer d'aider à le comprendre. Alors, qui est cette personne derrière la stratège, la fondatrice, la conseillère et la mère de famille aussi ? Quelles sont les clés pour être créatif sur le long terme ? Beaucoup de gens se posent cette question. Comment comprendre les tendances avant tout le monde ? Comment rester authentique quand son métier consiste à communiquer ? Leni Stern, bienvenue dans Route. merci beaucoup, c'est un joli portrait. J'aurais pas fait mieux franchement, et même j'en ai beaucoup sur moi. Tu veux dire que c'était pas vrai ? Tout est vrai, mais tout est bien raconté. Sinon, c'est l'heure du récit. Eh ben écoute, on a essayé, on s'est dit qu'on avait une grande communicante en face, donc il fallait s'entraîner. Du coup, comme on pose des fois des questions personnelles, eh bien tu as droit à un joker. Aujourd'hui, on n'a pas de joker, mais tu as un valet de carreau qui ressemble. Okay, si à un moment, tu ne veux pas répondre à une question, tu as droit de me le rendre. Okay. Alors, dans ce parcours très riche, tu dirais que tu es le plus fier de quelle partie ? J'espère de la partie qui arrive. Je suis très fière de tout ce que j'ai fait. Franchement, j'ai pas l'impression en tout cas, de devoir me dédouaner du partie de parcours. Je suis assez contente parce qu'à chaque fois, finalement, quand vous le racontez là, et quand tu le racontes, Nico, ça semble hyper cohérent, mais sur le coup, quand on construit comme ça
une carrière ou en tout cas, enfin, quand on la construit juste sur des ambitions et des passions, on a du mal un petit peu à voir la cohérence. Et il y a plusieurs fois où je me sentais un peu sur une ligne de crête en me disant, c'est hyper dommage, tu viens de construire quelque chose de vachement intéressant dans la publicité, c'est hyper, enfin, c'est peut-être une grosse connerie de basculer ailleurs, mais finalement, à chaque fois que j'étais sur des lignes de crête, je crois que c'est les moments où j'ai été le plus satisfaite. Et du coup, je pense que la plus grosse prise de risque que j'ai eue et dont je suis la plus fière, c'est d'être entrée dans le monde de la publicité parce que c'était pas du tout écrit, c'était absolument pas prévu. Ça relève pas d'une ambition ou en tout cas d'une envie. Souvent, on entend beaucoup chez les publicitaires ce truc de j'ai toujours voulu faire de la pub. Quand je regardais la pub à la télé, j'avais envie de soit construire des campagnes, soit d'écrire des spots de pub. Moi, j'avais pas ça. J'y suis allée un petit peu par hasard et le fait de m'être dit non mais en fait c'était pas du tout écrit, c'était pas prévu. Moi j'étais plutôt destinée à une carrière universitaire, mais je vais aller dans le monde de la pub, c'est peut-être ce dont je suis le plus fière parce que derrière ça a été moteur pour pas mal, ça m'a permis en tout cas d'avoir moins peur et de prendre plus facilement des risques en me disant que finalement à chaque fois j'étais plus satisfaite. Donc, voilà. Donc c'est un peu... C'est quoi le moteur? Alors pour changer, à chaque fois tu dis j'ai peur de regretter, d'abandonner tout ce que j'ai construit, mais j'y vais quand même. Alors c'est quoi le déclencheur? C'est quoi le moteur? Ah, la curiosité, je pense. C'est-à-dire que souvent, ce qui s'est passé dans le cas de la publicité, par exemple, j'y suis vraiment arrivée par hasard grâce à un stage, parce qu'il fallait que je fasse un stage, pardon, il fallait que je gagne ma vie surtout et que je faisais un stage bien rémunéré à l'époque, ce qui était bas monnaie courante. Euh, et en fait, je suis tombée dans un univers où je me suis dit, honnêtement, les 5 ou 6 prochaines années, parce que je me projetais difficilement à plus loin, je vais pas m'ennuyer une seule seconde parce que, voilà, ça titillait ma curiosité à toutes les étapes. Construire un discours de marque, construire une campagne, participer à l'élaboration d'un tournage, que ce soit pour faire un super spot, une affiche, c'est fascinant. Et je m'étais en tout cas fait la remarque que à chaque client, à chaque problématique, j'avais l'impression de changer de métier. Du coup, je pense que finalement, c'est peut-être le dénominateur commun avec tout ce que je fais aujourd'hui, c'est avoir le sentiment d'être toujours en train de me renouveler, toujours dans un univers, une industrie ou en tout cas un système d'entreprise, mais à chaque fois, trouver des manières de me dire que tous les jours, c'est assez différent. Il n'y a rien de redondant. Et dès que je m'ennuie, par contre, c'est souvent le petit signal pour aller titiller ma curiosité ailleurs. Tu dirais que tu choisis du coup quand tu parles d'ailleurs, donc la pub par exemple, tu choisis par rapport aux personnes, par rapport au hasard, tu planifies, tu mets longtemps à déclencher. Comment se passe ce processus de décision? Non, en tout cas, alors les personnes, c'est hyper important parce que finalement, enfin, comme on dit en anglais, at the end of the day, ce qu'on retient, c'est les gens avec qui on a travaillé. Moi, souvent, quand on me demande, c'est quoi quand ta campagne préférée, c'est quoi le moment le plus marquant en agence, j'ai vachement de difficultés en fait à faire le tri. En revanche, je me souviens d'équipes avec lesquelles j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler et qui m'ont profondément marqué et qui parfois ont été des équipes qui m'ont accompagné sur des sujets qui, honnêtement, ont pas non plus fait les gros titres de la publicité, mais dont je garde un souvenir hyper présent. Bon, j'ai perdu le film parce que je sais plus ce qui était la question, mais ah si, est-ce que ce sont les gens, est-ce que ce sont, ouais, les gens, c'est hyper important. Après, des choses pas très planifiées, à part cette petite séquence qui a duré quasi longtemps en agence, on est un peu obligé de, c'est pas qu'on planifie, mais il faut quand même un tout petit peu avoir un plan de carrière pour réussir à naviguer en agence, mais comme dans n'importe quelle entreprise en fait. Naviguer dans le salariat, en tout cas, ça nécessite de pas trop se laisser porter. On peut se laisser porter au début le temps de faire ses armes et le temps de comprendre un petit peu l'écosystème d'une entreprise. Et derrière, on est quand même un petit peu obligé d'organiser à chaque fois son petit plan de bataille et de se dire, bah voilà, j'ai commencé là, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce job-là, ou en tout cas cette équipe-là, ou ce sujet. Et donc, à chaque fois, dessiner des parcours pour pouvoir y parvenir, parce que c'est pas du tout spécifique à la pub, mais c'est un milieu d'entre-soi hyper codifié. C'est un petit milieu aussi, en tout cas à l'échelle française, mais même mondiale, c'est un petit milieu, on se connaît tous. Et au bout d'un moment, c'est un milieu qui peut bouffer aussi. Il y en a beaucoup, enfin la moyenne, en moyenne à l'époque, quand moi j'ai commencé dans la pub, les gens restaient dans l'industrie de la pub 7 ans.
C'est pas beaucoup 7 ans. Et d'ailleurs, il avait pas dit enfin très peu. Je demandais, mais qu'est-ce qu'on fait après? Les gens qui ont l'air quand même, En politique alors? certains, manifestement, il y en a quelques-uns, mais c'est un bon. En fait, la pub, c'est un bon tremplin pour plein d'autres choses. Donc, il y a vraiment des profils hyper variés et des gens qui ont derrière des deuxième, troisième souffles de carrière qui sont généralement ça reste dans un univers assez créatif, mais qui sont assez étonnants. C'est quoi ton skill, ton super pouvoir qui t'a permis de réussir très haut dans la pub alors que c'est un milieu qui est censé être très exigeant, très difficile, alors que c'était pas prévu et que c'était juste un stage, et puis après dans la politique, et puis après en tant qu'entrepreneuse, c'est quoi ton secret? Je crois, je sais pas trop ce que c'est le secret, donc je connais les ingrédients. Ça nous arrange pas là. C'est clair. Il y a pas... J'ai traqué une équation magique. Finalement, j'ai quelques ingrédients, en tout cas, et pareil, il y a des dénominateurs communs, des choses que je retrouve un petit peu. Je travaille beaucoup déjà. Je pense que ce serait quand même mentir de dire le contraire, mais j'ai toujours beaucoup travaillé, que ce soit... et c'est assez... Il y a des gens qui ont ce talent justement de pouvoir effleurer les choses et d'atteindre la perfection. C'est pas du tout mon cas. Quand j'étais universitaire, quand j'étais à l'université, je bossais énormément et plus que tout le monde pour des bons résultats, mais des bons résultats qui vraiment dont je pouvais être fière parce que c'était le flux du travail. En agence, et je parle pas d'horaire parce qu'ils avaient tous des horaires un peu délirants, parce que c'était avant le Covid, avant le télétravail, avant tout ça, donc ça posait de problème à personne d'avoir des équipes qui restent de 9h à 10h du matin, type la semaine. Donc, on travaillait tous beaucoup en apparence, mais moi, je sais que j'ai toujours beaucoup préparé, que ce soit mes interventions, beaucoup préparé mes présentations avec mes clients. J'ai toujours beaucoup tout bordé. Et je sais que ça, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai besoin de ça, en tout cas, peut-être pour me sentir euh, pour avoir de l'assurance, pour me sentir légitime et pour me sentir justement, euh, comment dire, pour me sentir forte. Et le fait de beaucoup travailler déjà, enfin derrière, m'a conditionné à travailler de plus en plus vite. Et je pense que la petite particularité, c'est que maintenant, je vais très vite. On réfléchit, je pense que je processe assez vite et que et que je sais travailler vite, mais parce que j'ai beaucoup travaillé. C'était pas le cas avant, et c'est les reps qui t'ont... Je crois que c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression que je me suis entraînée, quoi. J'ai dit, je suis capable à la fois d'écrire des études ou des essais prochainement pour la Fondation Jean Jaurès, les éditions Globe, euh, développer des arcs narratifs sur de la politique, continuer à conseiller mes clients et savoir jongler en fait entre diverses activités. Ça plombre, je trouve, c'est un peu comme dans Limitless quand j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'entraînement qui fait qu'au bout d'un moment, on va vraiment culpabiliser. On est capable d'être multitask de manière euh, moins stressante. Surtout quand on change de contexte, ça peut vite être dispersant. T'as une approche sur ça, sur la productivité? T'as genre un jour dédié à quelque chose, un autre jour dédié à autre chose, ou comment tu t'organises? Alors, j'ai tout essayé. Oui. Effectivement, comme j'ai plein d'activités et je passe aussi sur juste les loisirs auxquels je consacre aussi un peu de temps, j'ai quand même des enfants que j'aime bien voir en plus et dont je m'occupe. J'aurais pu me parler de nounou ce que j'ai fait au tout début quand ma fille est née, parce que quand ma fille est née, je travaillais en agence de pub, on n'était pas beaucoup de mamans. En réalité, j'étais à l'époque dans une agence qui s'appelait Fred et Farid, honnêtement, on devait être 10 mamans sur 250 personnes. Donc, expliquer à 18h, je dois aller chercher, et encore 18h, chose sympa, je dois aller chercher ma fille à la crèche, enfin, c'était inédit. Donc, au début, j'étais vraiment très entourée par mes parents, des nounous, des babysitters, et je jonglais. Parce que c'est une autre manière de jongler avec toute cette organisation. Donc, maintenant que j'ai plein d'activités différentes, j'avais essayé de planifier tout ça. Je m'étais dit, bon, alors c'est simple, on va prendre l'agenda, on va diviser ça en matinée, après-midi, et j'essayais de consacrer 2 heures, 3 heures comme ça à certaines activités. Ça marche pas très bien. La seule chose que j'arrive à planifier, c'est quand je travaille justement pour mes clients, les clients de mon agence pour First Story, j'ai toujours pris l'habitude de timer mon boulot. C'est-à-dire que avant, j'avais vraiment sur mon téléphone portable, je mets mon timer et je me dis pour telle recommandation, je passe 3 heures et pas plus. Et en fait, le stress fait que, enfin moi, j'aime bien ça.
Je suis hyper contente, et le jeu aussi, je pense, de boucler ma recommandation en 3 heures parce que je sais que si ça prend plus de 3 heures, je vais pas forcément faire du meilleur boulot. Et en plus, ça va me bouffer l'intégralité de la journée. Je vais être très frustrée. Ça va pas du tout parce que le soir, je suis en mauvaise humeur. Donc, à part pour cette activité-là, pour le reste, en fait, je me laisse un peu porter par mon agenda. Je rattrape souvent sur le soir ou le week-end. Ça m'arrive beaucoup quand je sais que justement j'ai un papier à rendre. En fait, c'est ça le plus compliqué. C'est tout ce qui est monétisable. J'arrive à vachement bien l'organiser dans la semaine parce que je sais que je gagne ma vie là-dessus et donc en fait le temps c'est de l'argent. Enfin c'est tout bête, mais j'arrive à allouer du temps et un temps qui est proportionnel en tout cas à ce que derrière ça va me rapporter. Pour tout le reste, c'est-à-dire la production de pensée, par exemple, honnêtement, je ne le fais pas pour tout ce que ça me fait gagner comme millions d'euros. Euh, Là, c'est plus compliqué. Tu procrastines. Voilà, il y a toujours quelque chose qui va passer un petit peu avant, ce qui est très frustrant. Sauf que quand j'y consacre trop peu de temps, je suis frustrée aussi parce que si je fais ça, c'est vraiment pour mon plaisir et pour le plaisir d'écrire. Et ça m'embête de devoir le caser entre justement une recommandation stratégique, un ordre narratif et aller chercher ma fille à l'agitisme. Enfin, c'est hyper, voilà. Donc, bon, c'est un espèce de mix. Je sais pas si j'ai répondu à je me laisse porter par mon agenda et je cadre un minimum de choses dans la semaine pour pouvoir me dégager le plus de temps possible et faire des podcasts par exemple. Tu peux créer sur demande parce que je sais pas, si on doit faire de la finance et faire un business plan, bah, si je me décide là à faire 2 heures et que je suis pas trop fatigué, je vais pouvoir compter, additionner les chiffres. Par contre, si je dois trouver une idée pour une présentation commerciale, il y a des jours où c'est trop facile, ça vient en moi, il n'y a plus qu'à sortir. Il y a des jours où je suis là, je sais même pas par quoi je vais commencer. Et est-ce que tu as ce côté un peu dans la communication de la page blanche de l'écrivain? On l'a beaucoup, et d'ailleurs, en fait, c'est pour ça aussi qu'on est dans un métier compliqué qui doit un peu réformer son business parce qu'on est sur un métier de temps passé. C'est-à-dire que moi, quand je vois une recommandation stratégique à un client, j'estime le temps que je vais y passer, 2 jours, 5 jours, 15 jours, et j'ai un taux jour qui est associé. Souvent, en tout cas dans l'exercice de planning stratégique et vraiment de stratégie, en se disant, bah voilà, voici la problématique de mon client, comment y répondre, mais y répondre de manière stratégique mais créative et pas y répondre de manière justement financière. Bon, ça me semble un peu plus, en tout cas de loin, ça me semble être un peu plus des carrés, des ronds et des triangles et on essaye de faire des suites. Souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai une semaine où véritablement, il y a une petite machine qui se met en route dans ma tête. Je réfléchis, je lis, j'y reviens, j'ai une idée, j'ai une intuition, je la torture test, puis en fait, je me rends compte que c'est pas très intéressant, que ça me mène un peu à une impasse. J'y retourne et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est un espèce de course contre la montre, une semaine, une semaine, un jour, enfin, ça dépend du timing, avant la restitution, en tout cas, de la recommandation, que tout vient. Mais on a l'impression, du coup, que parfois, même moi, j'ai l'impression de me dire quand même, t'as un peu abusé, t'aurais pu attendre, t'aurais pu éviter d'attendre la 3e semaine pour t'y mettre. Sauf que faut pas sous-estimer La puissance de la procrastination. et je dis ça parce que souvent, des clients viennent me voir en me disant c'est très urgent. J'en dis le cas il n'y a pas très longtemps. On doit faire une campagne, on doit livrer les éléments de la campagne dans 2 semaines. Pour eux, sur le papier, 2 semaines, ça va, c'est large en fait. Si on s'y met tous les jours, 8 heures par jour, on peut y arriver. Donc généralement, quand on est chanceux, ça s'accompagne d'un devis un peu gourmand, quoi, parce que on compense le fait de pas avoir beaucoup de temps par le fait d'avoir pas mal d'argent. Le fait est que souvent, ça aboutit pas forcément à des jolies campagnes, parce qu'on n'a pas eu justement ce temps d'infusion qui est hyper important, notamment quand on a des métiers justement je dirais, stratégie créative. Adam Grant, qui est un chercheur et un professeur d'université qui est fabuleux. Il a un TED Talk justement où il dit la puissance de la procrastination dans la créativité. Ils ont donné des gens une tâche créative à faire. Il y en a qui ont demandé de le faire dans 1 heure avec des actions à faire avant, et d'autres de procrastiner ou de jouer au démineur. Et tous ceux qui ont procrastiné, ils ont eu de bien meilleures idées à la fin. Mais là où je suis étonné, c'est quand tu as dit on cherche et on se rend compte que ça va rien donner. Comment on a le recul nécessaire sur ses propres idées pour savoir que ça va rien donner? Alors,
Souvent, c'est rigolo parce que c'est souvent la même typologie d'idée qui aboutit à une petite impasse, c'est-à-dire la première intuition. On a une première intuition, on se dit, ah bah oui, souvent, moi, quand les clients me briefent, j'ai très vite deux, trois images qui viennent en tête en me disant, ok, je sais très bien quelle direction prendre. Et on a, je dirais, un premier type de stratégie qui est en train de se dessiner. Ces premières intuitions, en fait, elles se bâtissent sur du vécu ou en tout cas d'autres problématiques un peu connexes auxquelles j'ai été confrontée. Et on se rend compte que ça mène à une impasse souvent, en tout cas c'est mon baromètre, c'est quand j'arrive sur une idée que je pourrais vendre à un autre client que celui que j'ai en face de moi. Et là je me dis bon bah c'est con parce que elle est vachement séduisante cette idée et puis ça pourrait marcher. Je pourrais très bien leur raconter l'histoire et ils vont très bien acheter cette histoire parce que elle se démontre hyper bien, elle s'appuie sur du rationnel et derrière créativement ça rend quelque chose d'un petit peu élément. Sauf que quand cette idée-là, je me rends compte que je peux la vendre vraiment à 1, 2, 3, 4, 5 clients différents, c'est que c'est pas la bonne idée. Mais c'est souvent la première qui est comme ça. Donc moi souvent je me demande si ce que je fais là, ce que je suis en train d'écrire, c'est vraiment du sur-mesure pour le client qui vient de s'adresser à moi et me poser une question. Mon mentor disait toujours, la créativité, c'est un muscle, ça se travaille, et plus tu lis, plus tu bosses, et plus c'est créatif. C'est pas du tout un truc qui vient comme ça. Est-ce que tu penses ça aussi? Et est-ce que tu deviens meilleur au fur des années, au fur et à mesure des années? C'est un muscle, ça se travaille? C'est vraiment un muscle et c'est un vrai. En tout cas, alors je parle de la créativité, enfin de ce que je connais. Non, remarque, ça c'est la création publicitaire, c'est vraiment une question d'expérience. C'est-à-dire il y a des petits génies qui arrivent et qui ont le sens, qui ont cette gymnastique-là de manière hyper intuitive. J'en ai pas rencontré beaucoup finalement. Tout ce que je peux te dire, c'est que toutes les personnes de talent que j'ai rencontrées dans l'industrie de la publicité, et donc dans l'industrie de la publicité, il y a des publicitaires, mais il y a aussi des réalisateurs, il y a des dessinateurs, il y a des graffeurs, il y a un copie. Il y a beaucoup de talents qui sont convoqués souvent pour créer les campagnes. J'ai eu affaire qu'à des énormes bosseurs, des gens qui testent, qui retestent et qui se plantent et qui continuent. En France, on a vachement de difficultés, je trouve, avec cette idée de l'expérience fait la différence, parce que le côté besogneux, il est là vachement valorisé. On adore ces histoires. De génie. La littérature est remplie d'histoires de ces gens qui arrivent et qui ont vu la lumière, quoi, et qui derrière deviennent des prophètes. Je crois pas que ce soit, il y en a et drôle à leur face et c'est super pour eux, mais j'ai vu beaucoup plus de gens qui ont bossé, qui ont cette capacité à se remettre en question, qui ont cette capacité à apprendre des autres aussi, qui sont capables aussi d'aspirer. Moi, je sais que là où je suis très forte, c'est pour justement aspirer les méthodos des autres et essayer de me les approprier et de les tester. Et maintenant, j'ai un peu mon style et j'ai mon style de reco. Je sais que mes recommandations, elles sont hyper reconnaissables maintenant, mais pendant longtemps, elles ressemblaient beaucoup aux recommandations que j'avais dû faire chez Fred et Farid, les recommandations que j'avais construites chez DDB. Enfin, j'étais assez douée pour faire des recommandations façon DDB, façon BETC, façon Fred et Farid, jusqu'à trouver justement Le meilleur de tous les mondes. et l'écriture, c'est pareil. J'écris à la fois des essais et aussi pour mon plaisir, j'écris de la fiction. Bon, quand je relis ce dont j'étais très fière, hein, ce que j'avais commencé à écrire il y a 3, 4, 5 ans, bah, je vois bien le gap de niveau entre ce que j'ai écrit il y a 5 ans. J'en suis toujours très fière, mais je vois bien là les pistes d'amélioration et ce que j'écris aujourd'hui. Et ma newsletter, d'ailleurs, elle est marrante de ce point de vue-là parce que entre les premiers articles que j'ai écrits, qui m'ont demandé énormément de temps, voire encore plus de temps que ceux que j'ai faits aujourd'hui, moi, en tout cas, je vois la progression et je vois justement l'expérience qui fait la différence. On peut peut-être faire un petit détour par cette newsletter, donc oblique, hein, vous aurez le lien en bio. Tu parles par exemple de la brutalité, et c'est aussi ce sur quoi tu parles sur Jean Jaurès. Tu peux juste nous donner un peu le synopsis de cet angle-là? La brutalité, oui. Alors, la brutalité, c'est un sujet qui m'a spontanément intéressée parce que je m'étais rendu compte en lisant la presse, on parlait justement, je trouve que c'est un mot qui est très utilisé, tout est brutal aujourd'hui, et dans la presse, on parlait énormément de la brutalité du débat public, la brutalité en politique, la brutalité citoyenne dans la rue, on parle, et donc les gens derrière brutalité voient
comprennent une forme de violence dans laquelle la société est en train de se recomposer. Ils trouvent que tout est extrêmement violent. Et je vais pas leur donner tort, c'est vrai que selon les lunettes qu'on peut mettre, on peut voir une société qui est de plus en plus violente. Mais moi, c'est pas cette brutalité-là, je trouve, qui m'a profondément interpellée ou interrogée. C'est une autre forme de brutalité, mais une brutalité qui est beaucoup plus insidieuse et diffuse, beaucoup plus discrète aussi et plus douce, et qui se loge finalement, de mon point de vue, dans ne serait-ce que la nature des récits. C'est-à-dire que moi, je lis beaucoup de science-fiction, j'aime beaucoup ça, donc j'en lis dès que je peux de la science-fiction, de la fantasy, de la dystopie, et je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait énormément, c'était ces récits de quête. La science-fiction, c'est simple, hein, il y a différents patterns, il y a des arches narratives un peu différentes, mais globalement, l'idée, c'est de se battre soit contre un système, soit contre une entité, et de gagner. Et donc, il y a des gens qui sont nés pour ça, et puis il y a d'autres qui le deviennent, ou en tout cas qui l'apprennent. On est dans des systèmes de quête. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait une littérature très alimentée aussi dans la fiction, dans la manière dont Netflix, en tout cas, embrassait le, le spectre SF, parce qu'aujourd'hui, c'est très présent sur Netflix, où on est quand même dans des récits d'abnégation et de faire face à la dureté du monde. Donc en fait, tu suis des gens dont le seul but, c'est de survivre. Donc de survivre, mais pas de gagner. Juste de survivre, de traverser le monde et de survivre. J'ai trouvé ça hyper, en fait, assez brutal et assez violent parce qu'aujourd'hui, ce qu'on raconte comme horizon, le seul horizon qu'on raconte à travers, et je grossoutrerai évidemment ce type de récit, c'est notre seul boulot aujourd'hui, c'est de survivre dans un univers hostile. En entreprise, c'est un peu la même chose. Je pense qu'en entreprise, on s'est un peu pris les pieds dans toutes les logiques de care et de résilience. Donc en fait, aujourd'hui en entreprise, par exemple, c'est extrêmement brutal et c'est ces brutalités que, en tout cas, je prends du doigt dans ma newsletter et après dans le travail que j'effectue avec la Fondation Jean Jaurès. En entreprise, globalement, faire un burn-out, c'est quasi un passage obligé et on t'apprend à être résilient. Donc en gros, on te dit c'est dur, ça va être encore très très dur, mais tu es un roseau, tu n'es pas un chêne, et donc comme le roseau, tu vas pouvoir plier ou te courber sous le poids justement des responsabilités, le poids de la pression, du stress, mais on t'empêche pas en tout cas à être résilient. Ce qui crée une forme justement de brutalité qu'on a du mal à identifier, mais qui nous apprend à vivre justement dans un monde où on est tous en train de courber des chines en gros. Et voilà, et je démultiplie tous les exemples dans l'industrie de la mode aussi, où aujourd'hui c'était assez rigolo parce que ça c'est vraiment post-2020, il y a toujours eu des tendances très workcore. Donc workcore c'est un peu comme moi finalement aujourd'hui, porter des grosses chaussures militaires, des tenues qui honnêtement pourraient très bien nous aller sur un champ de bataille. En tout cas, et tout ça en fait ça a été digéré par l'industrie, par la haute couture. Et ça nous est recraché là, comme on est tous avec des armures et on utilise même dans la haute couture, il y a des matériaux qui sont des matériaux on pourrait utiliser pour habiller des chars, quoi. Enfin, je grossis à peine le fait. Donc en fait, c'est ce maillage en fait de brutalité douce et luxueuse qui aujourd'hui constitue un univers que moi je trouve extrêmement brutal et qu'il faut savoir identifier pour pouvoir aussi S'en protéger. s'en protéger ou combattre ou changer. Merci à toutes et à tous du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter et à nous soutenir. C'est hyper important pour nous. Chaque like de soutien, chaque abonnement nous aide énormément. N'hésitez pas à en parler autour de vous et je vous souhaite un très bon épisode. Peut-être pour alléger un petit peu la partie suivante, on a une petite tradition ici. Je vais te demander de penser à 2 anecdotes de ton passé. Une qui va être vraie et l'autre qui va plutôt venir de ton imagination. Pedro étant un grand joueur de poker, tu vas pouvoir lui annoncer les deux dans l'ordre que tu veux. Il va essayer de deviner laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. Ça va prendre 30 secondes pour réfléchir, bien sûr. C'est des anecdotes de ma vie, pro ou Celle que tu veux, je pense que c'est le moment si tu veux nous faire des aveux. Pro perso, ce que tu veux. Alors, j'en ai. Attends, par quoi je vais commencer? J'en ai une première qui est, nous sommes en 2007
Je signe mon premier CDI dans une agence qui s'appelle Young Rubicam. Je suis contente de signer un CDI parce qu'on se remet un petit peu en 2007, c'était la crise subprime, donc j'arrive sur le marché du travail avec un marché un peu chahuté où les CDI sont très chers. Même dans l'industrie de la pub, parce que toutes les industries ont été touchées. Je suis donc extrêmement ravie d'avoir ce CDI. Je m'investis énormément et j'ai l'occasion alors, je sais pas si ça sort à ce moment-là, mais en tout cas, je sais pas, j'ai Assassin's Creed. On m'offre Assassin's Creed, je suis hyper contente. Au début, j'essaye d'y mettre une heure. Un soir, je crois qu'on est un mardi. On est un mardi soir, je l'y mets et je ne vois vraiment pas l'heure passer et il est 4h30 du matin quand je me rends compte qu'il est 4h30 du matin. Sauf que quand même, je suis bien dans ma partie et je me dis non mais bon, vu foutu pour foutu, je vais pas aller me doucher maintenant, je vais aller me coucher enfin, je vais aller me laver, en tout cas, je mets un petit réveil à 6h30 pour pouvoir être prête et puis pouvoir avancer. Sauf qu'à 6h30, j'ai pas fini de jouer. Je me dis, c'est pas possible, je ne fais plus jusqu'à 7h30. Qu'à 7h30, j'ai pas fini, mais je me dis, mais c'est pas grave parce que je vais arriver à 10h. Et personne verra que j'arrive à 10h. Et donc, en fait, je me donne jusqu'à 9h. En me disant, en m'inventant en plus que je vais pouvoir à la fois manger, mais et que personne ne verra que je fais. Il est 14h quand je décide d'être honnête avec moi-même et de me dire que non, j'irai pas au boulot aujourd'hui parce que non seulement j'ai toujours pas terminé, je bute, en plus je suis de plus en plus fatiguée donc je fais n'importe quoi, mais qu'en plus il y a aucun intérêt à aller au boulot. Deux, c'est ce qui avait commencé par des petits textos de je suis pas bien, je me suis réveillée un peu malade, mais j'essaye de venir à 10h, mais j'essaye de venir à 14h. Je leur dis, je suis vraiment très très malade, je crois que je vais devoir aller à l'hôpital parce que je n'arrête pas de vomir, c'est pas une gastro, je crois que c'est très grave. Bon, si c'est la vraie, il y a prescription hein, maintenant, pour ceux qui nous écoutent. Et voilà, et donc j'ai fini de jouer, je pense à 20h. Ce jour-là, avec des kilomètres de textos de j'espère que tu vas bien. Et moi, ça va mieux, je fais des examens complémentaires. Et voilà, et je suis retournée au boulot le surlendemain, parce que le lendemain, j'étais éclatée. Et que, en plus, il fallait bien quand même que je continue mon baston. Je pouvais pas remettre comme une fleur juste le lendemain en disant non, finalement, c'était rien. Donc, j'ai menti. Euh, je suis allée juste essayer de me faire un arrêt de travail que j'ai pas réussi à obtenir. Donc ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, elle est un peu plus... est-ce que est-ce que je peux la raconter ou est-ce qu'il y a prescription? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La deuxième anecdote, c'est que je pars en tournage à l'époque. Je pars en tournage, je crois que c'était en Espagne. Et moi, je suis très à cheval sur les horaires, donc j'arrive méga en avance. Je crois que j'ai 2 ou 3 heures d'avance sur les 2 heures réglementaires. Et donc, c'est un tournage en Espagne. C'est un de mes premiers tournages, donc pareil, je vous ai dit, hein, je travaille beaucoup les choses et plus, je suis quand même une bonne élève et je suis toute gentille. J'arrive avec beaucoup d'avance et là, il y a le Landia France et le Landia France me propose, vu que j'ai vachement d'avance, de me faire masser. Et je suis très contente de me faire masser, je trouve ça vachement bien. Et puis, juste avant de me faire masser, je m'étais fait les ongles et, voilà, je me fais masser et je m'endors et je rate mon avion. Je rate mon avion. En fait, rater son avion, c'est pas rien parce que j'étais censée être avec des clients, j'étais censée être avec toute l'équipe. Et puis surtout, du coup, ça me fait arriver hyper à la bourre parce que je suis obligée de prendre l'avion suivant, de le payer moi-même alors que j'étais toute jeune. Et payer un avion, l'avion juste pour le lendemain, c'est quand même une petite fortune. Et donc, je leur ai inventé, encore une fois, que j'étais très malade et que j'étais coincée aux toilettes. Et que vraiment, j'avais bien entendu on m'appelait au micro, mais que non, j'y arrivais pas et que je pouvais pas sortir et que c'était trop de vacances qui m'arrivaient. Voilà. Ah, tu me mets en difficulté parce que les deux sont bourrés de détails. On voit que son métier, c'est de raconter des histoires. Ouais, Et là, clairement. j'ai mal pour toi. Ouais, là, c'est très très dur. C'est rare qu'un invité m'ait autant mis en difficulté. Je dirais quand même que la première est vraie. Ouais.
Il y avait un indice dans le fait que tu as bossé pour Ubisoft après? Ou avant? Ou pendant? Non, 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 il y avait pas d'indice en revanche Ubisoft. On peut leur faire passer un film message. C'est les premiers que j'avais contactés quand je voulais trouver justement un CDI. Donc on est fin 2006, en 2006, je pense que c'est oui, en 2006, je rêvais de travailler chez Ubisoft. Je savais pas trop dans quelle division, mais en tout cas, je trouvais que c'était vachement, enfin, que j'aurais été extrêmement fière de moi si j'avais réussi à travailler chez Ubisoft. J'ai passé un entretien en marketing où, donc on se remet dans le contexte, on est dans 2007, je sais que depuis, ils ont fait un gros travail sur moi-même, et où une personne m'a dit, mais enfin, vous êtes une femme, il n'y a pas, regarde autour de toi, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu vas venir faire chez nous? Donc, je ne suis pas allée travailler chez eux. J'y ai repensé plus tard et j'ai discuté avec des gens de chez Ubisoft, notamment du studio à Montpellier, mais non, ça s'est jamais fait. Donc, grâce Peut-être pour à... le mieux, vu ce qui Ouais. est sorti progressivement de la boîte. Et pour le mieux, peut-être. Ça t'arrive souvent comme ça, les shoots de jeux vidéo où tu peux pas t'empêcher de continuer? En fait, c'est la dernière fois que ça m'est arrivé et après j'ai arrêté de jouer totalement. Parce que j'ai eu honte de moi déjà et puis parce que je me suis dit que c'était quand même, enfin, j'avais beaucoup de difficultés du coup à me cadrer. Euh, non, et j'ai racheté, on m'a offert une PS5 il y a 2 ans, donc je suis très contente. Je joue avec mes enfants, mais pas trop finalement parce que c'est qu'en fait ça, les jeux d'aujourd'hui demandent un temps de dingue et j'ai pas ce temps et je trouve pas le temps, en tout cas, où j'ai pas envie de consacrer autant de temps à la découverte d'un jeu. Et c'est vrai que la mise en place est très longue, et puis derrière, l'exploration est encore plus longue. Je joue de temps en temps avec mon fils, mais juste à Rocket League, quoi. Enfin, c'est vraiment des parties extrêmement rapides. J'y prends pas mal de plaisir. Par contre, dans la mesure où lui, il est complètement, il a vachement de difficultés à se cadrer, on peut dire que la PlayStation est souvent rangée sous C'est clair. clé. Parce que je vois la capacité d'attraction de l'objet qui est assez dingue. Il est trop petit pour en tout cas se réguler tout seul. Ça génère trop de frustration chez lui, c'est pas cool. C'est quoi le... Tout à l'heure, tu disais que tu avais du mal à répondre à quelle est ta meilleure campagne préférée, et c'est surtout les humains. Donc, je vais pas te poser cette question, je vais plutôt te demander quelle est celle qui a eu le plus de succès. Est-ce qu'il y en a une qui est un peu mythique et qui est restée dans les annales? Il y en a quelques-unes, ouais. Je pense que il y en a une, justement, elle est, enfin moi en tout cas, je la trouve toujours aussi mythique. Il se trouve que quand j'ai la première fois premier jour de mon stage dans une agence qui s'appelait BETC, donc je n'y connaissais strictement rien, on m'avait mise, j'étais stagiaire commerce, enfin côté département commercial, j'étais assistant chef de publicité en gros. Euh, J'étais sur différents comptes, différents clients, dont Canal+. Je m'étais pas rendu compte parce que moi je connaissais pas du tout la manière dont fonctionnait l'entreprise et l'agence notamment, que c'était vachement chouette et vachement classe de travailler, d'avoir l'honneur et l'immense chance d'être stagiaire sur Canal+, parce que c'était hyper créatif et c'était vraiment le moteur créatif de l'agence. Et la toute première publicité sur laquelle j'ai eu l'occasion alors de travailler de loin parce que c'est un travail de stagiaire, donc je vais pas te dire, moi j'ai juste vu les choses se dérouler et puis moi je faisais des comptes rendus de réunions. C'est une publicité qui s'appelle La Marche de l'Empereur pour Canal+, et qui est vraiment, enfin même, je l'ai revue il y a pas si longtemps, elle est passée voilà, sur Culture Pub et je la trouve toujours aussi parfaite. Le script est génial, le jeu est formidable, l'idée est canon et c'est un vrai, je trouve que c'est une ode à la créativité. Donc, je pense que celle-là, c'est la plus mémorable. Après, j'en ai peut-être d'autres qui ont eu quasiment des succès. D'ailleurs, j'avais fait une qui me tient à cœur aussi, enfin, qui m'a pas mal marqué, comme en même temps, chez DDB, je m'occupais. En tout cas, je travaillais avec des équipes sur le compte de Lipton. Donc, Lipton, le thé chaud et aussi le thé froid, donc Lipton Ice Tea. Et on a fait toute une saga avec Hugh Jackman. Voilà, qui était une saga mondiale et qui a, mine de rien, créé un petit précédent pour la marque parce que je crois que depuis, honnêtement, ils n'ont pas fait grand-chose de très créatif. Voilà. Et l'équipe était super.
Dans un métier comme ça, c'est quoi la part du génie créatif de la personne à l'origine, de la part d'équipe, la part ou le client? Comment c'est plus un métier d'expert, c'est plus un travail d'équipe? Comment tu vois les choses? Je crois que c'est alors c'est compliqué parce que ça c'est une vaste question, mais je pense que personne n'est d'accord en agence. Vous regarderez d'ailleurs, c'est très rigolo. Quand des publicités sortent, il y a ce qu'on appelle des crédits. Donc qui a travaillé, donc c'est le générique quoi, qui a travaillé sur les pubs. Quand vous regardez, il y a des almanachs en tout cas de la publicité qui existent, mais même des années 2000. Il y a 4 noms. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des listes, mais je ne veulent pas, où il y a 70 noms crédités sous une pub qui fait 30 secondes, quoi. Donc on peut dire que ce nom-là, c'est un travail d'équipe et qu'aujourd'hui, on a besoin de remercier l'intégralité des personnes qui ont participé des millions au travail. Ensuite, moi, pour avoir eu un peu des postes très différents en agence, j'ai été commerciale, j'ai été un peu créative finalement et un peu pleine de strat aussi, et j'ai fait des choses à l'intersection de tout. S'il n'y a pas de bon créatif, il n'y a pas de bonne campagne. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si on doit, en tout cas, valider un métier, et d'ailleurs, le seul métier qui va survivre aujourd'hui dans le game des agences de pub, je crois que c'est globalement le métier de créatif. Les gens continueront à payer pour de la création. Les gens ne payent, quand je dis les gens, les annonceurs payent pour de la création et de l'idée. Les annonceurs ne payent plus pour du service. Et les annonceurs sont encore prêts à payer pour de la stratégie. C'est déjà le cas quand tu dis ils payent plus pour du service, tu vois que ça a changé déjà. Oui, alors moi j'ai ma structure, donc moi d'ailleurs dans ma structure, en réalité, ce que je fais payer, c'est de la création ou de la stratégie, mais je fais pas payer de service. On vient pas me chercher pour ça. En agence, je le vois, le métier de commercial par lequel j'ai commencé d'ailleurs, et c'était un métier mais vraiment hyper intéressant et passionnant. Aujourd'hui, je pense que je suis désolée pour toutes les équipes commerciales en agence, mais c'est hyper laborieux, c'est pas hyper intéressant, c'est 95% de frustration pour 1 heure de kiff, et c'est un métier qui est devenu un métier de comment dire, même pas de prestataire, de fonction support, quoi. Donc, parce que les clients sont plus prêts à payer pour ça. Si la créativité, c'est de la connaissance et du travail et un muscle, et la personne qui connaîtrait toutes les pubs de l'histoire depuis le début serait un super créatif. Pas forcément, parce qu'après, il y a le saut créatif. Est-ce que l'IA est capable aujourd'hui de faire des bons scripts de pub et d'être créatif ou pas du tout? Alors, grande question aussi, et je pense que à chaque forum, événement, il y a maintenant, on a la table ronde sur l'IA, on a l'expert qui vient nous parler de l'IA, il y a des studios créatifs qui ont été d'ailleurs développés par des créatifs d'agences de pub et qui proposent absolument tout aujourd'hui en IA. Bah oui, en fait, aujourd'hui, l'IA est assez capable, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est juste l'IA est assez capable de développer un bon script créatif, même une bonne campagne de publicité. J'ai pas encore vu, j'ai pas encore vu une campagne qui vraiment touche au cœur et fait shifter l'industrie, ou en tout cas fait basculer une industrie comme j'ai pu le voir avec des publicités qui ont vraiment changé le game. Enfin, quand on regarde les sagas, bah, ne serait-ce que les sagas Canal+, les sagas, on les connaît plus, Nike, je sais pas, il y en a plein, même les sagas, Evian, Air France, enfin toutes ces campagnes. Pepsi. Pepsi aussi, voilà, ça c'est plus aux États-Unis, parce qu'en France, on n'a pas le droit, mais voilà, les grandes batailles Pepsi-Coca. Je crois que l'humain au cœur a fait naître ces campagnes. J'ai pas encore vu l'IA me transcender aujourd'hui avec une campagne qui, waouh, le scotch. En tout cas, en termes de rendu, ouais. J'ai vu des trucs que je me suis dit, la merde, en fait, ça va être compliqué parce qu'on va plus du tout partir en tournage du tout. C'est clair. Ça va vite. C'est très sympa un tournage. Et qu'il y a beaucoup de talents qui sont convoqués, c'est des grosses équipes, et voilà, donc je vois des métiers un peu pour lesquels ça va être difficile, les métiers de monteur, de post, enfin il y a beaucoup de métiers qui prennent cher, hein, mais C'est cohérent avec ce qu'on voit en recherche scientifique, hein. Aujourd'hui, l'IA pose des brevets, réussit des recherches validées par les pairs, elle est capable d'avancer énormément de sujets presque en autonomie, voire en autonomie dans des expériences. Et par contre, elle ne fait pas de ce qu'on appelle la new research, qui est travailler sur un nouveau sujet avec une nouvelle méthode.
Parce qu'en fait, elle compile l'état de l'art et elle reproduit l'état de l'art. Donc, par contre, elle peut prendre ta super pub de Nike et essayer de la dupliquer pour dire ça voudrait dire quoi pour Adidas. Mais en fait, elle réinvente. Du coup, ça marche que parce qu'il y avait la première. Il n'y a pas de valeur d'innovation pour l'instant, en tout cas. Après, ça reste, voilà, du coup, comme tu dis, ça reste un truc qui va blitzer 90% des métiers potentiellement quand même. Parce que la pure créativité, la pure stratégie, c'est qu'un petit bout de toute l'iceberg de l'industrie. C'est sûr que c'est un moment charnière. C'est vraiment charnière. Alors toi, comment tu te prépares, qui a su évoluer beaucoup? On va peut-être parler de politique, du coup, là c'est peut-être différent, on a encore un petit peu de temps avant de confier un monde à un parti politique à l'IA, ou alors ou là-dessus on discute déjà de faire le programme avec l'IA et de virer les économistes, comment ça se passe là-bas? Alors, je crois pas. Peut-être, hein, il y a peut-être des cercles, en tout cas, qui réfléchissent activement. Il y a une nouvelle, d'ailleurs, d'Asimov qui s'appelle À voter, qui est géniale parce qu'elle est elle est comme l'homme d'Asimov assez visionnaire, où justement, c'est une IA qui est en charge de l'élection du président. Et donc, les gens n'ont plus besoin de se prononcer. C'est l'IA qui décide et donc qui désigne une personne dans le monde, enfin en tout cas dans le pays, une personne dans le pays qui lui aura le droit de voter et en fait qui est censé être représentatif du vote et du vote, enfin en tout cas du bon vote du pays. Et donc il y a cette personne désignée et qui est très embêtée parce que c'est une personne qui de toute façon est plutôt apolitique. Et donc toute la question c'est pourquoi est-ce qu'elle a été désignée et est-ce que son vote fatalement sera le bon sera le bon pour la société, oui, non, enfin bref, donc ça convoque quand même pas mal de questions un petit peu philosophiques et ça met pas mal en perspective. Donc Asimov l'avait vu ce truc de à la fin on va arrêter de demander aux gens de voter, puis c'est une IA qui en fonction de tous les paramètres et de l'état actuel implanté de la société et de l'état dans lequel on veut la conduire pourra prendre en charge le vote. Aujourd'hui, non, alors en France on est quand même, on reste encore un pays qui fait de la politique de manière assez artisanale. Il y a très peu justement tous ces outils, je pense que là où depuis 2007, je pense qu'il y a une vraie question de l'intégration de ces outils aux États-Unis notamment, ou dans pas mal de pays qu'on considère comme des pays émergents, qui sont typiquement le Népal, le Nigeria ou l'Argentine. Voilà, ce sont des questions, en tout cas, qui sont régulièrement soulevées et on voit que la politique change complètement de paradigme et qu'elle se fait autrement et que la politique classique n'a plus voix au chapitre, en tout cas de moins en moins. En France, pour l'instant, étonnamment, on se pose pas trop la question. Je suis pas encore, moi, je pense que la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que l'IA va nous aider à, la bonne question à se poser, c'est comment est-ce qu'on réintéresse les gens aujourd'hui à la politique, comment on leur fait se rendre compte que tout est politique, même dans un monde saturé de réseaux sociaux, d'IA, de robotisation, et qui, en fait, l'humain a quand même la nécessité de se gouverner. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené du coup à faire ce pas? Parce que donc là on a beaucoup parlé de publicité. Tu arrives comment dans ce monde-là et pourquoi? Pour y faire quoi? C'est alors encore une fois, on va dire un petit peu de hasard forcé, parce que c'est pas forcément du hasard. Quand je suis en agence de publicité, je suis un peu comme beaucoup de personnes en agence de publicité, c'est-à-dire que d'un coup se pose la question de mais quel est l'impact de mon métier, de mon talent, de ce que je sais faire sur le monde. C'est-à-dire que effectivement, là où en fait, si on se remet 15-20 ans en arrière, je me posais pas trop la question. En agence, on avait le droit de ne pas travailler pour l'industrie du tabac. On avait le droit de dire joker, justement. Je ne travaille pas pour cette industrie, c'est tout. Pour le reste, enfin, en fait, on nous assignait des comptes ou des sujets et puis on y allait, quoi. Enfin, on mettait vraiment toutes nos valeurs de côté. Et donc, moi, j'ai travaillé pour Danone, pour Crédit Agricole, Société Générale. Enfin, sans vraiment, en tout cas, me poser la question. 2020, au-delà du Covid, de tout ça, je commençais à avoir de plus en plus de difficultés. Moi, il y a un secteur que je déteste, en vrai, c'est le secteur bancaire, et de plus en plus de difficultés à travailler, à être interrogé sur des sujets, justement, Crédit Agricole, Société Générale. Ces gens me sortent par les yeux. Je trouve que ce sont des espèces de capitalistes. Voilà, enfin, bon, je leur en veux énormément, mais pour des raisons à la fois pragmatiques et très subjectives aussi. Beaucoup de difficultés aussi à travailler pour le monde des assurances, parce que c'est le monde des assurances, en tout cas, je trouve, a une responsabilité dans la manière dont on fonctionne aujourd'hui. Bref, donc je suis un peu comme tout le monde, et comme beaucoup de gens de la pub, il y en a plein qui justement qui décident juste pour avoir cet impact de sortir de l'industrie et de devenir. Alors, il y en a beaucoup qui deviennent céramistes, ébénistes. Il y en a beaucoup qui se réorientent vers du coaching, du care. Enfin voilà, on essaye tous en tout cas d'être utiles dans la société, avec des niveaux des échelles différentes.
Moi, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, bah, moi, je vais monter mon agence déjà. Parce que ça, je sais le faire. Donc, je vais le faire, mais pour mes clients et avec mon style et mon rythme à moi. Je vais pas devenir pâtissière demain, parce qu'en fait, je suis pas une pâtissière. Même si ça m'aiderait assez l'esprit. Pendant le Covid, je faisais une très bonne pâtisserie. Donc voilà. Mais en revanche, j'essayais, je me questionnais beaucoup sur comment être utile et comment me réintéresser à la société, comment me mettre au service de la société. Je m'étais intéressée au mouvement Place Publique qui m'avait interpellée parce que j'avais, je crois, eu accès à soit des extraits d'interviews, je les suivais sur les réseaux sociaux, je trouvais que ce que disait Raphaël Glucksmann et la coprésidente qui s'appelle Aurore Laluc, je trouvais ça hyper intéressant, très frais. Je trouvais que c'était en tout cas une promesse de faire de la politique un peu autrement et leurs idées surtout, leurs idées ressemblaient à essayer un peu de me figurer moi et ce que je commençais à me dessiner dans la tech. Donc je suis juste très naturellement allée à un premier meeting, j'ai été très séduite, j'ai eu accès, on m'a donné le numéro de téléphone d'une personne qui s'occupait de manière bénévole d'organiser des pôles de réflexion à l'échelle parisienne. Je l'ai contacté, je me suis investie et là pareil, en fait, ça m'a demandé énormément de boulot parce que non seulement c'était 100% bénévole, donc il faut se dégager du temps pour le faire, mais il faut le faire bien. Moi, on me demande au début d'écrire des notes de synthèse sur des sujets auxquels je ne connais rien, qui sont à la fois au croisement de sujets d'actualité et de sujets programmatiques, ou d'écrire des communiqués de presse sur le prochain rassemblement de la CGT. Et pareil, moi, la CGT, pour moi, c'est des gens avec des banderoles, c'est un cortège, la CGT, mais je m'étais pas vraiment intéressée à leurs enjeux et leurs problématiques. Donc voilà, bah, j'ai travaillé et derrière, on m'a proposé de rentrer, et ça pour le coup, je m'y attendais pas du tout, dans les équipes de campagne des élections européennes de 2024, dans un pôle qui s'appelle idées et argumentation, argumentaire. J'y suis allée, donc j'ai tout mis de côté parce que pour le coup, on va dire que c'était plutôt dédommagé que vachement bien rémunéré. Mais je me suis dit, l'expérience quand même vaut le coup. Donc, j'ai tout mis entre parenthèses de mars à juin. On va dire, il est temps de vraiment m'immerger totalement et de profiter de l'expérience, surtout de m'immerger dans la campagne mais vraiment, enfin, très sincèrement, d'en profiter le plus possible en disant, ça va s'arrêter après, c'était juste une jolie parenthèse. Et finalement, ça ne s'est pas arrêté. Mais voilà, donc, et toujours avec beaucoup de travail. Qu'est-ce que ça demande d'être créatif dans le milieu de la politique par rapport à être créatif dans le milieu de la pub? Alors, je pense qu'on ne me demande pas forcément, on me demande pas d'être créative. En fait, on me demandait rien déjà. En fait, au début, on me demandait d'écrire les fiches, des notes de cadrage, des notes de synthèse. Donc, on faisait plutôt appel à ma capacité à synthétiser des milliers de documents et d'en retirer, en tout cas, les 3 bullet points qui structuraient le début d'un discours. Je trouve que moi, en tout cas, la manière dont j'ai utilisé tout ce que j'ai appris en agence et dans la publicité, c'est, je crois justement, la capacité à ajouter là-dedans du narratif, c'est-à-dire à structurer une idée, raconter une histoire, ce qu'on a plus de difficultés à faire, parce que je pense que des gens pareils en politique le font de manière, le storytelling, on appelle ça le storytelling, le font de manière assez intuitive. Moi, je le fais de manière un peu plus méthodique, je pense, où je sais que c'est con, mais je me pose toujours cette question, typiquement quand on est en train de retravailler le narratif de place publique en général, je me dis, bon, bah, la première question que je me pose, et c'est des questions qu'on apprend à se poser quand on travaille dans la pub, c'est si place publique n'existe pas demain, qu'est-ce qui manque aux gens? Et à partir de la réponse qu'on va donner, bon, voilà, on peut commencer à structurer un discours. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait à chaque fois à des échelles différentes. Dans mes notes de synthèse, j'ai essayé de me dire si demain, voilà, on ne défend pas tel argument ou en tout cas telle industrie, est-ce que ça va manquer ou qu'est-ce qui va nous manquer ou qu'est-ce que les gens vont nous reprocher? Tu disais que tu n'avais pas craqué la formule de la créativité, mais un peu là en fait. Tu te poses une série de questions qui te permettent de enclencher ta créativité. Est-ce que tu en as d'autres des questions que tu te poses comme ça qui te permettent de... Celle-ci, je la trouve pas mal parce qu'elle marche un peu pour tout. Je trouve, enfin, en tout cas, j'essaye de souvent l'utiliser. Non, je réfléchis s'il y a d'autres questions, mais Quand tu construis des mondes, tu pars de quoi? quand je construis des mondes, c'est pas qu'il faut. Alors, ça dépend. Autre chose aussi, c'est une capacité à savoir partir des gens et des conversations, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est vachement difficile
On vit dans un monde où c'est hyper difficile de créer des réflexes. Il y a des usages discrets autour, par exemple, de fonctionnalités ou de produits, mais créer, mettre, imposer aux gens un réflexe ou un produit, c'est vachement dur. Typiquement, juste pour que vous compreniez, j'ai longtemps travaillé pour Actimel de Danone. Actimel, en gros, le but d'Actimel, c'était de s'imposer à la table du petit déjeuner des Français, ou en tout cas des gens, parce que c'est pas, le Français, il n'est pas forcément de France, mais bon, bah, c'est vachement dur, en fait, d'être en compétition avec la tartine de beurre, avec les céréales et les gens. Non, mais vraiment, ça a été à coup de millions. France qu'Actimel était à l'antenne 52 semaines par an pour raconter table du petit déjeuner. Puis bon, au bout d'un moment, en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout la bonne approche. Et je pense qu'ils l'ont fait de manière intuitive. Ils se sont dit, enfin, c'est faire, je grossis pareil, enfin, je raccourcis les choses. Mais ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a peut-être un autre sujet qui était, alors à l'époque, ça s'appelait les alicaments, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la médecine par l'alimentation. Il y avait un segment, c'était les alicaments. Et donc là, ils se sont dit, on va s'engouffrer droit tout dans Actimel, l'alicament qu'il vous faut. Et donc, c'est là qu'ils ont commencé à structurer leur dispo autour de renforce vos défenses naturelles, en venant des variations sur ce thème jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui. Et là, pareil, on se rend compte que dans les années 2005, 2010, en tout cas, ça marche pas de dingue, parce que c'est un secteur qui commence à se mettre en place. Aujourd'hui, je sais pas si, je connais pas les chiffres d'Actimel, mais en tout cas, se soigner par l'alimentation, c'est devenu une espèce de pattern, quoi. Enfin, en tout cas, un vrai secteur et un secteur très dynamique. Donc, on n'impose pas ça. Donc, en fait, toujours essayer d'aller voir ce qui se passe dans les conversations des gens. Et pareil, ça, c'est Netflix qui m'a beaucoup, travailler pour Netflix qui m'a beaucoup appris. C'est eux ils disent behave like a fan, et je pense que c'est hyper intéressant de se dire ça. Donc behave like un électeur, like qui tu veux, mais en gros se mettre dans la tête et dans la posture des personnes à qui tu t'adresses, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Je pense que ça te bride pas. Il y en a qui disent bah oui, mais du coup ça rend ta pensée plus étriquée. Pas du tout. On se met dans leur tête à eux et on essaie justement d'étirer le discours, ou en tout cas de leur proposer quelque chose mais qui part d'eux. Et en innovation, on appelle ça centré client. Ouais, Tu es centré client pour comprendre les problèmes et les besoins. Tu n'es pas forcément centré client quand tu imagines les solutions. oui, C'est vraiment deux moments différents. voilà, ils font que à l'intersection, généralement, c'est là que se produit quelque chose d'intéressant. Ok, top. Pour les auditeurs qui nous regardent et qui se poseraient des questions de comment est-ce qu'on peut se lancer quand on a un poste hyper intéressant, qu'on n'a pas envie de quitter, qu'on adore son métier, mais qu'on a cette profonde envie de passer à l'étape d'après. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire et qu'est-ce que tu pourrais les conseiller? Que dire, que dire? Je... Alors, après, ça n'engage vraiment que moi, mais quand je disais que je suis pas une pâtissière, c'est pas pour rien, c'est que c'est difficile. Alors, il y a deux choses. Moi, j'étais 20 ans dans le salariat, donc c'est très difficile en réalité même si j'avais une activité de freelance à côté, même si j'ai toujours eu des side projects, qui m'animait, j'ai toujours été bonne salariée et donc très heureuse de ma fiche de paie à la fin, et surtout conditionnée à ce système. Quand je vois qu'au bout d'un moment, quand on arrive un petit peu au bout du game, on a envie d'autre chose. J'en ai vu beaucoup, mais vraiment faire à droite tout, à gauche tout, et basculer totalement et se dire, en fait, justement, demain, je vais devenir pâtissier, je vais ouvrir une crêperie en Norvège, je rigole pas, je vais devenir agent de star, enfin, j'en sais rien. Je crois qu'en fait, au début, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très difficile de faire ce grand écart parce que c'est très violent c'est très violent pour les certitudes, c'est très violent pour la confiance en soi, c'est très violent de devoir recommencer à zéro, surtout quand on a une expérience de longue date, en tout cas, dans un secteur. Donc moi, ce que je propose, en tout cas, enfin moi, ce qui avait fonctionné pour moi, c'est vraiment le fondu enchaîné, je dirais. En fait, je suis en faisant que ça, c'est-à-dire, bon, je vais déjà essayer un autre système. Donc moi, j'ai commencé par approche systémique. Je vais faire exactement ce que je sais faire, mais dans un autre système, donc un système indépendant. J'avais pas du tout envie d'être freelance parce que je trouvais que c'était, enfin, pour plein de raisons, ça allait réduire mon périmètre. Donc je me suis dit, je vais monter une boîte et comme ça, je vais me rendre compte de, est-ce que j'aime être entrepreneuse ou pas? La réponse est non. Est-ce que je m'épanouis toujours autant? Est-ce qu'en fait, la question que je me posais, c'est je savais plus si j'aimais ou pas la pub, enfin si j'aimais encore mon métier.
Je savais plus si c'était le fait de le faire en entreprise et de pas être raccord avec le système de manière générale de l'entreprise. J'étais un peu perdue là-dedans. Donc, en fait, j'ai essayé de débunker les sujets un par un. J'ai donc fait de la publicité, mais dans un autre système. Je me suis aperçue qu'en fait, je crois que je suis arrivée au bout du jeu, que la gymnastique intellectuelle m'intéresse toujours et j'adore l'appliquer à d'autres choses, mais la publicité en soi, c'est plus forcément aujourd'hui ce qui m'anime et ce qui fait que j'ai envie de me réveiller le matin. Donc voilà, mais le fondu en génie, il est plutôt pas mal. Changer d'abord un système avant de changer justement son savoir. Et aujourd'hui, alors, quels sont tes futurs... qu'est-ce qui t'anime? Et avec quoi tu veux te projeter? Eh ben, écoute, j'ai une amie qui est stand-up, avec qui on a eu cette discussion il y a pas très longtemps. J'ai cru que tu allais te mettre au stand-up et je disais c'est pas cohérent avec l'histoire du grand écart, mais j'écoutais. Non, alors, thème de stand-up, en tout cas, j'ai pas spécialement envie, mais elle s'appelle Adèle Barber et parfois, j'essaye à mon niveau d'écrire des vannes pour elle, pour ses spectacles, en tout cas, pour ses pour justement ces open mic dans lesquels elle participe. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que, pareil, c'est quelqu'un qui est passé pour le coup, et d'ailleurs, vous devriez l'inviter, qui est vraiment passé de la politique au stand-up. Alors, évidemment qu'il y a eu 12 000 étapes mais bon, quand c'est raconté comme ça, c'est plutôt marrant et ça fait un beau spectacle qui est donc tous les vendredis à la VSM passe. Euh, et donc, elle me demandait, elle disait, bon, dans un an, tu seras contente, à quelles conditions? Et effectivement, je lui disais, bah, moi, je pense que dans un an, je serais hyper contente si j'arrive à être à vivre de mon écriture. Et je pense que c'est vraiment, en tout cas, j'essaye du coup de resserrer mon intention là-dessus. J'essaye de me concentrer, en tout cas, resserrer son intention, ça a le mérite justement de pouvoir faire des choix entre l'émission que je vais prendre et celle que je vais plutôt mettre de côté pour pour consacrer le plus de temps possible à l'écriture et ensuite pour consacrer mon énergie à être rémunérée pour écrire. Et ça, c'est pas évident. Mais ça, c'est pour l'année 2. Eh ben, merci beaucoup. Et peut-être si tu as un mot avec avec quoi tu veux que les gens qui ont écouté ce podcast repartent? C'est quoi les mots, par exemple? Ça veut dire quoi, un mot? S'il y a une idée à retenir. Bah, l'idée, c'est que j'ai pas utilisé mon joker. Bravo. C'est pas mal. Et non, l'idée à retenir, c'est que je pense que la peur est un bon moteur, mais que faut surtout pas avoir peur de faire des choses, parce que j'ai l'impression, et vraiment, autour de moi, j'ai beaucoup d'exemples, ils sont assez peu nombreux, les gens qui finalement dégringolent et s'en sortent pas. Ça, c'est vraiment des espèces de peurs qui nous animent, et c'est comme des légendes urbaines, mais moi, j'ai plus vu des gens finalement S'épanouir. basculer dans des univers finalement se remettre en question, avancer et prendre des nouvelles directions est beaucoup plus heureux que des gens très enfermés. J'en connais beaucoup pour le coup qui sont enfermés depuis 20 ans, soit dans un système, soit dans un job, en tout cas qui les font dépérir. Et à choisir, je préfère ceux qui vont monter les choses. Voilà. Et Merci Lucerne, beaucoup. merci. Merci. Merci d'avoir participé à Route.